nous allons, chers téléspectateurs, célébrer cette année le 3e centenaire de la fondation de la Nouvelle-Orléans. Et pour évoquer cette aventure, sur laquelle nous reviendrons à plusieurs reprises au cours de cette année, je voudrais tout d'abord rappeler ce que fut la figure de Robert Cavelier de La Salle, le fondateur au XVIIe siècle de ce qui allait devenir la Louisiane. Figure bien oubliée, il faut le dire aujourd'hui, mais qui fut pendant longtemps considérée comme l'une des figures marquantes de l'histoire de la colonisation française. Robert Cavelier de La Salle, il est né à Rouen en 1643, c'est l'année de la mort de Louis XIII, pardon, pour situer l'époque. C'est un fils de bourgeois, le fils d'un mercier rouennais. Il va faire des études au collège jésuite de Rouen, prestigieux collège, qui a formé de nombreux missionnaires, partis ensuite au Canada, dans le Nouveau Monde, pour aller évangéliser les Indiens. C'est un endroit où on entretient le culte du souvenir des martyrs de la Nouvelle-France, les pères Jogues, Daniel, de Brébeuf, et tout cela a évidemment marqué l'imagination du jeune garçon puis de l'adolescent, d'autant que l'un de ses oncles faisait partie de la compagnie des Cent Associés qui était chargé de la mise en valeur de la Nouvelle-France. Donc tous les éléments étaient réunis pour que se dessine une vocation américaine pour le jeune Cavelier de La Salle. Il va ainsi rejoindre au Canada son frère en 1666. Il a une vingtaine d'années, donc il a 23 ans, avec l'intention de s'établir comme colon dans la région de Montréal. Mais les contraintes de la vie de colon ne le séduisent guère et il va très vite porter ses regards vers d'autres horizons. Il est au contact des Indiens, il a appris leur dialecte, il s'intéresse évidemment au commerce des fourrures, aux mystères qui recouvrent encore les vastes territoires qui s'étendent à l'ouest, et il rêve de trouver à travers ces régions encore inconnues la route susceptible de mener vers le Pacifique, vers la grande mer du Sud, découverte au siècle précédent, afin de gagner la Chine. Déjà d'autres avaient tenté en vain de franchir le passage du nord-ouest, au nord de l'Amérique, pour gagner la mer libre de l'autre côté de ce continent et établir de nouvelles routes commerciales avec la Chine. Eh bien lui, il pense qu'en traversant cet immense continent nord-américain, on pourra arriver aux côtes du Pacifique pour justement se tourner vers l'Asie orientale. Alors évidemment, tout cela, c'est un projet tout à fait immense, tout à fait considérable, mais qu'il entend néanmoins mettre en œuvre. Et il va ainsi, après avoir vendu les terres qu'il avait commencé à exploiter aux Sulpiciens, il va ainsi s'associer avec deux ecclésiastiques, le père Dollier de Cosson et le père Bréant de Galilée, pour partir en exploration vers l'ouest. En 1669, ils embarquent sur le Saint-Laurent avec une quinzaine d'hommes. Ils vont ainsi gagner le lac Ontario, remonter la rivière Niagara. Ils ne vont pas jusqu'aux chutes du même nom, mais explorent ainsi ces régions des Grands Lacs encore inconnues. Puis ils vont s'enfoncer vers le sud pour gagner les rives de l'Ohio où ils vont parvenir. Et là, alors que ses compagnons l'ont abandonné du fait des difficultés rencontrées au cours de ce voyage, eh bien, Cavelier de La Salle va rentrer seul finalement à Montréal, ce qui constitue déjà un exploit. L'année suivante, il va explorer les rives du lac Michigan,
reconnaître l'existence de la rivière Illinois au sud-ouest de celui-ci. Et puis, il va être encouragé dans ses entreprises quand il rencontre en 1673 Louis de Frontenac, qui vient d'être nommé gouverneur de la Nouvelle-France, qui est un administrateur tout à fait dynamique, tout à fait entreprenant, et avec lequel il va très vite s'entendre pour aller installer un fort à l'entrée du lac Ontario, le futur fort Frontenac. Tout cela se passe très bien, ce qui fait que le gouverneur va envoyer en France le jeune Cavelier de La Salle. Il va être à Saint-Germain reçu par Colbert et par le roi. Il va être anobli par le roi en mai 1675, le roi qui lui donne le commandement du fort Frontenac et qui l'encourage justement à poursuivre ses entreprises d'exploration. Il repart vers le Canada avec deux frères récollets, dont le frère Hennepin, qui sera l'une des figures de l'évangélisation des populations indiennes, mais avec aussi l'intention de se consacrer au commerce des fourrures, qui est à l'époque un négoce extrêmement lucratif. Ces entreprises sont couronnées de succès. Il va revenir une nouvelle fois en France, repart ensuite au Canada en 1678 avec une trentaine d'hommes et deux officiers, Lamotte Lussière et Henri de Tonty, qui sera ensuite l'un de ses compagnons les plus fidèles. Là, les affaires marchent très bien en ce qui concerne le commerce des fourrures, ce qui inquiète beaucoup d'ailleurs certains concurrents de Montréal. Un certain nombre de traitants voient d'un mauvais œil ce nouveau venu qui bénéficie des encouragements du roi, qui est soutenu par le gouverneur, et ils vont tout faire pour gêner ces entreprises. Il n'en continue pas moins celle-ci. Il va établir un fortin à proximité des chutes du Niagara. Il va faire construire un navire, le Griffon, qui va aller explorer les rives du lac Erie, puis du lac Huron. Il va rejoindre la mission jésuite de Michilimackinac. Donc il pousse tout à fait ainsi vers l'ouest et complète les voyages d'exploration qui avaient été entrepris auparavant. Tout cela sur fond de trafic de fourrure, ce qui lui fournit les moyens matériels de poursuivre ses entreprises. Il va pousser celle-ci en direction du lac Michigan, fonder le fort de Saint-Louis-des-Miamis, remonter la rivière Saint-Joseph à partir du lac Michigan pour atteindre les rives de l'Illinois, ce qui est fait en 1680, mais en même temps il doit compter avec les manœuvres sournoises de ses concurrents à Montréal qui cherchent à énerver ou à exciter les Indiens locaux, les tribus locales contre lui, en s'appuyant sur certains coureurs de bois. Et il a beau construire le fort Crève-Cœur dans ces régions nouvelles qu'il a explorées, sa situation n'en apparaît pas moins fragilisée. D'autant qu'il a beaucoup de mal à recruter des hommes de confiance, même s'il a le soutien du gouverneur Frontenac, les choses ne sont pas forcément très faciles. Au point qu'à un moment donné, il revient à Montréal, un petit peu découragé, en 1679. Il va repartir en 1680 vers l'ouest avec un officier du nom de La Forest et une quinzaine d'hommes. Là, l'époque est difficile, car dans les régions nouvelles qu'il traverse, les Iroquois sont en train de faire d'énormes dégâts. Ils traversent un village illinois où toute la population a été massacrée. Le fort Crève-Cœur qu'il avait laissé derrière lui a été pillé. Cette situation, eh bien, il fait face. Il va même établir une sorte
d'alliance des différentes tribus indiennes hostiles aux Iroquois. Il montre là des talents de diplomate, puis de familiarité avec les populations indigènes tout à fait remarquables. Mais il est bien seul, avec des moyens limités, et finalement revient sur Montréal, où le soutien du gouverneur Frontenac lui est toujours acquis. Il va repartir avec son ami Tonty, un autre officier d'Autray, le récollet Membré, une vingtaine de Français, une trentaine d'Indiens en tout, pour un nouveau voyage. Il va regagner le fort Saint-Louis des Miamis, puis les rives de l'Illinois. Et à partir de là, commence la grande aventure. Au début de 1682, il va descendre vers le sud pour rejoindre les rives du Mississippi. Il va s'engager sur le fleuve à partir de février 82, reprend la route de Marquet et Joliette, des voyageurs, des explorateurs qui s'étaient déjà avancés loin vers le sud quelques années plus tôt, va fonder Fort Prudhomme sur le cours du fleuve, atteindre le pays des Arkansas, puis plus loin le pays des Natchez, qui immortalisera Chateaubriand quelque temps plus tard. Et puis, en avril 1682, eh bien, il arrive à la pointe du delta du Mississippi. L'expédition se sépare, lui-même se tourne vers la branche occidentale du delta, Tonty va aller vers la branche centrale et d'Autray vers la branche orientale. En tout cas, on approche là maintenant des côtes du golfe du Mexique et le 9 avril, eh bien, c'est l'érection d'une croix commémorative avec une prise de possession officielle d'un pays que Cavelier de la Salle va baptiser la Louisiane. Alors cette Louisiane, quelle est-elle à l'époque dans son esprit? Eh bien, ce sont tous les pays traversés par le fleuve Mississippi et ses affluents en remontant jusqu'à leur source. Inutile de dire que ça fait beaucoup de choses. Ça fait un immense territoire qui s'étend en gros entre les Appalaches et les Rocheuses. C'est tout à fait énorme, tout à fait immense. Ça paraît un peu dérisoire, cette immensité, par rapport à la poignée d'hommes qui prétendent en prendre possession au nom de Louis XIV. Alors les choses se compliquent quand même parce que au Canada, en Nouvelle-France, le gouverneur Frontenac a été remplacé par un certain Lefebvre de la Barre, qui est tout à fait hostile aux entreprises de Cavelier de la Salle et qui prête l'oreille à ce que racontent à son sujet tous ses ennemis. De quoi remettre en cause, évidemment, cette entreprise pourtant commencée sous d'heureux auspices. Alors du coup, Cavelier de la Salle va revenir en France pour aller s'assurer de nouveau du soutien du roi. Il va rencontrer Seignelay, le fils de Colbert, et puis le roi lui-même. Le roi qui l'encourage dans la perspective d'une vaste entreprise de colonisation de la vallée du Mississippi. Il va lui confier 4 navires et 200 hommes, avec pour mission justement la mise en valeur de ces régions pour le compte de la France, et puis établir la liaison entre la Nouvelle-France du Canada et le golfe du Mexique. L'expédition part en juillet 1684 de La Rochelle. Cette petite flotte est commandée par un officier de marine, Beaujeu, mais Cavelier de la Salle, lui, voit déjà bien au-delà que la traversée. C'est la constitution de tout un empire nord-américain pour le compte du roi de France. En janvier 1685, on arrive dans le golfe du Mexique, mais là les choses se passent mal puisque longeant les côtes du golfe du Mexique, Cavelier de la Salle n'est pas en mesure de reconnaître exactement les différentes embouchures du Mississippi et donc se projette plus loin vers l'ouest jusqu'à la baie de Galveston où il croit trouver l'embouchure du grand fleuve. C'est ainsi qu'il va fonder la Saint-Louis du Texas. Cette erreur
va être évidemment ensuite lourde de conséquences, car il se rend compte effectivement qu'il n'est pas à hauteur de l'embouchure du Mississippi. Il va chercher à retrouver celle-ci. Le groupe donc va être divisé. Il va lancer des raids de reconnaissance à partir de Saint-Louis du Texas dans l'intérieur, où il va négocier avec les Comanches. Mais la question n'est pas réglée pour autant, et surtout c'est désormais la division qui s'installe à l'intérieur de son groupe, et un complot va même être fomenté par ses adversaires, par ses opposants, parmi lesquels le marchand Duo, le chirurgien Liotto, qui veulent en finir avec le chef de l'expédition. Ils considèrent que les espoirs mis dans l'entreprise de colonisation ne sont pas au rendez-vous. Certains avaient investi des fonds même dans cette affaire. Ils sont donc mécontents. Ils ont le sentiment que tout cela est voué à l'échec. Ils craignent même pour leur sécurité dans ce monde où l'environnement peut se révéler rapidement hostile. Le résultat, c'est que par surprise, par traîtrise, les conjurés vont assassiner 3 des proches de Cavelier de La Salle et vont s'en prendre au chef de l'expédition lui-même. Le 19 mars 1688, il est assassiné à son tour, et dans des conditions tout à fait sordides, puisque son corps est abandonné sans sépulture. C'est donc une fin tout à fait tragique pour le fondateur de la Louisiane. Les choses, évidemment, ne s'arrangent pas par la suite. Les conjurés vont entrer en conflit les uns avec les autres. Tout cela signifie que la colonie de Saint-Louis du Texas va évidemment très vite disparaître. Les fidèles de Cavelier de La Salle, réunis autour de son ami Joutel, eux, vont remonter le Mississippi vers la Nouvelle-France, retrouver Tonty. Au sud, ceux qui sont restés sur place, les mutins, donc les rebelles, vont s'entre-déchirer, vont s'entretuer même, au point qu'au bout du compte, l'établissement de Saint-Louis du Texas sera anéanti par les Comanches. C'est donc un rêve évanoui qui conclut cette aventure de Louisiane, donc en 1688, après les débuts très, très prometteurs des années précédentes. Cavelier de La Salle n'en reste pas moins une figure exemplaire. L'un de ses biographes, André Chevrillon, le décrit ainsi: il avait la plus haute de toutes les vertus, devant toutes les autres, par excellence la virtus, l'énergie spirituelle, il dominait naturellement. Donc le personnage avait un charisme certain, une énergie débordante. Il avait réalisé avec des moyens extrêmement limités un certain nombre d'exploits en matière d'exploration géographique, en matière de mise en œuvre d'une entreprise coloniale d'envergure, mais il disparaît tragiquement dans les conditions que nous avons vues. Alors évidemment, cet échec final va avoir des conséquences extrêmement lourdes, puisque le projet de Cavelier de La Salle, encouragé par Louis XIV, qui consistait à bâtir un vaste empire français en Amérique du Nord, qui aurait permis de joindre la Nouvelle-France canadienne au golfe du Mexique, va se trouver irrémédiablement compromis, malgré la création de la Nouvelle-Orléans en 1718, l'échec de la Compagnie du Mississippi lié à la banqueroute de l'As n'arrangera pas les choses. La guerre de 7 ans verra la France perdre le Canada lors de la désastreuse paix de Paris de 1763. Et pour couronner le tout, en 1803, Napoléon vendra la Louisiane aux États-Unis. Cavelier de La Salle, c'est avant tout l'histoire, effectivement, d'un rêve qui s'est conclu sur un échec au détriment, évidemment, des intérêts de la France.
Alors je reçois aujourd'hui Gaël-Georges Moulet, qui est historien, qui travaille pour l'Académie des sciences et qui est un spécialiste de l'histoire de la Russie. Il a dirigé la réalisation de cet ouvrage, La Russie à l'Académie des sciences, qui a été publié aux éditions Hermann il y a quelques mois, à l'occasion de la commémoration de la visite en France du tsar Pierre le Grand. Et nous allons découvrir là tout un monde, celui d'une science russe, ou soviétique d'ailleurs, largement méconnue chez nous. Mais Gaël-Georges Moulet a également publié, il y a maintenant plus d'un an, un ouvrage consacré à la politique russe du général de Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural. Le titre exact... Pour une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Pour une Europe de l'Atlantique à l'Oural, donc sur la politique russe du général de Gaulle, publié aux éditions de Paris, Max Chaleil. Et il prépare, je crois, un travail tout à fait intéressant, original et prometteur, puisqu'il s'agit de la correspondance, je crois, d'un consul belge à Moscou en 1917, pendant la période révolutionnaire. C'est tout à fait intéressant, dans la mesure où une bonne partie des sources dont nous disposons, ce sont des gens qui étaient plutôt évidemment à Saint-Pétersbourg ou Petrograd à l'époque. Mais revenons-en à la Russie et l'Académie des sciences, à l'occasion de la publication donc de cet ouvrage qui nous renvoie à des périodes méconnues et tout à fait intéressante des relations scientifiques entre la France et la Russie, et qui se présente à travers plusieurs personnages. Il y a toute une série de figures qui sont présentées et sur lesquelles nous allons nous pencher. Mais tout d'abord, comme je l'indiquais au départ, cet ouvrage a été publié à l'occasion de la commémoration de la visite du tsar Pierre le Grand en France, donc en 1717. Et je voudrais que l'on revienne d'abord sur cet épisode qu'on a redécouvert un petit peu l'an dernier avec une exposition à Versailles. Ce fut l'occasion d'ailleurs d'une visite du président Poutine à propos de cette exposition. Qu'est-ce que représente cette visite du tsar en Europe occidentale? Quelle signification peut-on lui donner de manière générale? Alors je dirais qu'au moins au début, la France n'était pas inclue dans cette visite. La France est apparue au dernier moment, souvent comme cela se passe dans l'organisation russe des choses. Au dernier moment, pourquoi? Bien pour d'abord Pierre le Grand qui voulait essayer d'élargir ses alliés dans la lutte contre la Suède, et puis aussi un accord commercial avec la France, et puis enfin, et peut-être surtout, voir le développement des sciences et des arts en France, qui, à cette époque, bien évidemment, est au fait de sa gloire. Parce qu'il avait déjà, c'est bien connu, visité les Pays-Bas, différents pays européens, il avait vécu... pour tirer des leçons susceptibles d'être mises en œuvre en Russie. Alors, il avait vécu une bonne partie de sa jeunesse à l'étranger, et puis surtout, en tant que tsar, il était venu 20 ans plus tôt, en Europe, mais sans venir en France, puisque à l'époque, avec Louis XIV, les relations n'étaient peut-être pas au plus haut. Donc là, réellement, il vient en France, il prend la décision de venir en France, entre un mariage princier et sa cure à Spa, en Belgique, donc il vient en France, et fait le tour de toutes les réalisations à l'époque du pays, aussi bien les forteresses de Vauban que l'Académie des sciences. Donc le 19 juin 1717, il vient et visite l'Académie des sciences. Alors, il regarde les machines qui lui sont présentées, il participe aux discussions, particulièrement des discussions sur tout ce qui est géographie, constitution de cartes, ce qui à l'époque était important. Donc divers échanges avec Delisle, qui est présent à l'Académie des sciences, et en particulier à la fois sur la Moscovie et sur la mer Caspienne, avec un échange de conception, un échange d'idées sur la manière de réaliser ces cartes. Et donc il repart, 2 jours après, il est déjà en dehors de France, il est sur Spa, et
quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, donc le 10 août 1717, une lettre de l'Académie des sciences est envoyée à l'un de ses conseillers demandant si le tsar serait d'accord pour accepter de devenir membre de l'Académie des sciences. Et donc le 22 décembre 1717, il est élu par acclamation et hors de tout rang. C'est-à-dire qu'il n'est pas élu en tant que tsar, il est élu en tant que chercheur. C'est ça. Ce qui montre aussi ses capacités. Et par acclamation, donc sans vote, sans... Alors, tout cela peut inspirer divers commentaires. Je crois qu'il faut rappeler à quel point Pierre le Grand représente aussi la volonté d'ouverture vers l'Occident, pour une Russie qui s'était confondue jusque-là avec la Moscovie, qui était un pays qui était resté en grande partie encore asiatique. Il y a un choix délibéré chez ce tsar d'une modernité qui, à l'époque, évidemment, correspond à l'Europe occidentale, sur le plan technique, sur le plan scientifique, sur le plan intellectuel. Alors, je dirais que le mot d'ouverture peut être trompeur. Je dirais que c'est plutôt accaparement, utilisation, intégration de l'expérience européenne, mais ouverture, non, c'est pour la gloire et la force de la Russie. C'est-à-dire, il n'est pas question de se rapprocher des mœurs européennes complètement, ce n'est pas devenir une sous-Europe, une autre Europe, une Europe russe, non, c'est d'acquérir des connaissances pour que la Russie puisse maintenir par la modernisation, son statut de grande puissance européenne et asiatique. Et c'est un modèle qui se déclinera ensuite, on le verra au Japon à l'époque des Meiji en 1868, on le verra dans la Turquie kémaliste par exemple. Et qui malheureusement reste aujourd'hui encore, et tout au long de la période russe et soviétique, un des moyens de modernisation du pays. C'est-à-dire, c'est après la guerre de Crimée que l'on décide de moderniser, c'est avec la révolution, quoi qu'on en pense, que l'Union soviétique tente de se moderniser, l'industrialisation et la collectivisation des terres, mais c'est toujours un peu sur le même principe, c'est-à-dire on ne fait rien jusqu'au moment où on ne peut pas ne pas faire quelque chose. Et c'est souvent suite à des grands désagréments géopolitiques. On est confronté à un défi qu'il faut absolument relever, quitte à s'inspirer de modèles extérieurs. Dans la langue russe, beaucoup des termes et des vocabulaires militaires viennent de l'allemand, par exemple. C'est ça, bien sûr. Alors, vous avez évoqué la désignation du tsar comme membre de l'Académie des sciences. On lui reconnaissait en cette occasion la qualité de chercheur, de savant, d'un esprit curieux. Et effectivement, il y a des domaines que l'on peut rappeler. Il y en a certains qui me viennent à l'esprit. Son intérêt pour l'archéologie, c'est lui qui constitue la première collection de trésors d'orfèvrerie sithique à Saint-Pétersbourg. Et puis également le fait que c'est lui qui lance l'expédition de Bering en direction du détroit qui porte le nom de ce navigateur danois. Il y a là des démarches qui sont nouvelles en Russie. Il y a une Russie qui est restée pendant très longtemps, du fait de son immensité, fermée sur elle-même, sous la menace du danger venant des steppes orientales, coincée également avec une Suède hostile, un empire ottoman également hostile au sud. Tout cela, ça correspond à l'émergence d'un esprit nouveau, d'une curiosité nouvelle, qui justifie en quelque sorte cette reconnaissance du tsar comme un esprit digne d'accéder à l'Académie des sciences. Alors, non seulement ce que vous avez cité, mais aussi, il faut voir la construction maritime, puisqu'il crée la flotte. Il crée aussi comment on pourrait dire, un musée des choses bizarres, le Kunstkamera, qui est toujours à Saint-Pétersbourg, ce qui est une tradition de l'époque. Et puis, comme vous l'avez noté, des grandes expéditions. Et puis enfin, et peut-être surtout en ce qui concerne l'Académie des sciences, la création
de l'Académie des sciences russes, qui reprend, comme disait le tsar lui-même, qui doit s'inspirer de celle qui se trouve à Paris. Celle qui se trouve à Paris. Donc, nous pouvons dire qu'à l'époque, nous étions réellement une force influençant le monde. Un écho à la fondation de Louis XIV. Donc, alors ça nous amène d'ailleurs à une autre réflexion, je pense, c'est que la Russie, qui est restée à la périphérie, à la marge de l'Europe jusque-là, à partir de ce moment, va s'intégrer davantage à l'espace de la civilisation européenne et surtout, contrairement à ce que l'on pense souvent, la Russie qui avait loupé le virage de la Renaissance, la Renaissance selon nos conceptions, mais voilà. Bon, il y a aussi une Renaissance russe. Voilà. On pourra revenir là-dessus. Mais on voit bien qu'elle va, à l'inverse, s'engager à fond dans tout le mouvement qui correspond au siècle des Lumières, effectivement, de curiosité scientifique universelle, de recherche nouvelle. Pierre le Grand, de ce point de vue, apparaît comme un pionnier, mais il sera relayé ensuite par les grandes tsarines du XVIIIe siècle, la tsarine Élisabeth, la grande Catherine, bien sûr, dont on connaît les liens avec nos encyclopédistes, avec nos philosophes du XVIIIe. Et cette Russie des savants, il faut bien voir que c'est une réalité, et dans certains domaines, les Russes vont désormais prendre une part tout à fait décisive au progrès des connaissances. Je pense à plusieurs exemples. Les grands voyages de navigation russes du début du 19e, Bellingshausen qui s'en va au large de l'Antarctique, les grands voyages de découverte du Pacifique, par exemple. Krusenstern. Voilà, Krusenstern. Et puis, il y a aussi des recherches dans un certain nombre de domaines fondamentaux. On a toujours l'image chez nous d'une Russie du 19e complètement archaïque, complètement arriérée, avec ses moudjiks écrasés par la misère. Ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai aussi, ne l'oublions pas. Mais ça ne résume pas ça ne résume pas toute la Russie. C'est toujours plus complexe, la Russie. Il faut bien rappeler que, et notamment dans la seconde moitié du 19e siècle, on aura ce que Vladimir Berelovitch a pu appeler le grand siècle russe, car dans tous les domaines, la Russie apparaît à l'époque comme une nation de pointe, y compris dans des domaines de recherche fondamentale, notamment en physique ou des domaines comme celui-là, où on ne l'attendait pas. Or, il se trouve qu'une fois passée la révolution bolchevique, le nouveau régime a eu tendance à noircir le tableau sur tout ce qui l'avait précédé pour valoriser d'autant les progrès réalisés, les résultats obtenus dans ce domaine, dans la foulée de la révolution soviétique. Mais il y a quand même une grande continuité. Je dirais qu'il y a une grande continuité après les années réellement révolutionnaires. Mais qui, ici, chez nous, n'est pas perçue. On est resté beaucoup sur la caricature d'un pays complètement arriéré. En réalité, la Russie est un acteur majeur dans ces domaines, et ce, dès le 19e siècle. Alors, dès le 19e siècle, et pour une simple raison, c'est-à-dire qu'à l'époque, la Russie, l'État russe, utilisait ses ressources, son argent, pour faire venir les meilleurs. Voilà. Je citerai simplement des gens qui sont dans ce livre, puisque j'aimerais juste développer un tout petit peu sur le livre. Il ne s'agit pas uniquement de Russes, il s'agit de Russes et de Soviétiques, mais aussi de Français qui sont allés travailler en Russie pendant des années, des dizaines d'années, ou d'étrangers, c'est-à-dire ni russes ni français, qui ont été aussi travaillés en Russie, mais des acteurs réels, donc, mais qui tous étaient membres de l'Académie des sciences françaises, comme français, comme russes ou comme étrangers. Voilà. Et par exemple, pour donner des noms que tout le monde connaît, les Russes ont réussi, entre guillemets, à se payer. À l'époque, ils ne se payaient pas des joueurs de football. Le football n'était pas aussi répandu. Ils avaient une propension plus grande à faire venir des savants, comme par exemple Bernoulli ou Euler. Ils sont
internationalement reconnus et qui vont passer plusieurs années de leur vie en Russie à travailler à l'Académie des sciences. Rappelez-nous les spécialités de ces deux personnages qui sont pas forcément à l'esprit. Euler, c'est bien évidemment un mathématicien, et Bernoulli, c'est plus un physicien chimiste. Plus un physicien, oui. Et puis il y a des Français comme Delisle, par exemple, que vous avez cité tout à l'heure, bien oublié aujourd'hui, mais qui est l'un des pionniers de la cartographie du XVIIIe siècle. C'est avec des questions, on voit, puisque là aussi, pour le livre, parce qu'il faut quand même rappeler les choses, ce livre se base aussi à la fois sur les écrits qui sont conservés aux archives de l'Académie des sciences, mais aussi sur diverses sortes de documents qui reflètent des documents d'époque qui sont indiqués dans ce livre au travers de photos. Donc on revit réellement, et on voit par exemple les lettres manuscrites des académiciens russes de l'époque. Leur français est parfait et la calligraphie est... on ne peut plus... Ça nous rappelle l'époque où le français était la langue internationale. Tout à fait. Là, elle est vraiment de l'Europe cultivée. Et avec le temps qui passe, on voit un peu tout ça se dégrader, disparaître, et ainsi de suite, si vous voulez. Il y a un domaine qui a retenu aussi mon attention, c'est la place occupée par la découverte géographique. On l'oublie trop souvent, mais... tout au long du 18e et du 19e Russes, siècle, tout au long du 18e, du 19e, les grandes expéditions sibériennes de Pallas ou Gmelin, plus tard les expéditions en direction de la Chine ou de l'Asie centrale, tout cela constitue un capital de recherche et débouchant sur l'établissement de savoir qui sont pour l'époque tout à fait nouveaux. Si je peux me permettre, vous avez juste oublié une grande partie de la Russie de l'époque, l'Alaska. Avec, par exemple, dans ce livre, Wrangel, non pas le général blanc, mais l'explorateur qui a son île. Un de ses ancêtres, j'imagine. Non, ils n'ont pas à première vue, ils n'ont pas de parenté. Et donc, c'est à la fois navigateur polaire, un membre du gouvernement et un grand explorateur. Il a son nom, donc son nom a été donné à une île qui se trouve tout à fait au nord de la Russie. En mer de Sibérie orientale. Voilà, et qui a été gouverneur des colonies russes d'Amérique du Nord, c'est-à-dire à la fois l'Alaska et des comptoirs qui allaient jusqu'au nord de la Californie. Jusqu'en Californie, jusqu'au nord de San Francisco. Voilà. Donc aussi une partie oubliée. On a pu parler du Pacifique Nord à une époque comme étant un lac russe. L'époque où les Russes ont failli devancer les Américains aux îles Hawaï, d'ailleurs, à ce moment-là. Ils iraient moins en Turquie maintenant pour les vacances. Je pense que beaucoup de Russes, ultérieurement, ont reproché au tsar Alexandre II la vente de l'Alaska en 1867. Y compris maintenant. J'imagine, quand on regarde la carte et puis les enjeux géopolitiques que tout cela implique. Et alors ces relations scientifiques, elles commencent donc au XVIIIe siècle, elles vont se maintenir de manière régulière tout au long des périodes ultérieures. C'est là où les choses doivent être dites, c'est-à-dire que la science est le dernier refuge des hommes de bonne volonté. C'est-à-dire que la coopération se poursuit. Elle se poursuit au moment de la guerre de 14, bien évidemment. Et puis il y a eu quand même l'alliance franco-russe de 1891-93 qui a dû quand même contribuer à entretenir l'intensité de ces relations. J'imagine. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces relations aillent bien quand tout va bien, c'est normal. Mais qu'elles continuent d'aller relativement bien quand tout va plutôt mal. Donc nous avons à cette époque, donc après la Première Guerre mondiale, à l'Académie des sciences, nous avons aussi bien l'arrivée de Russes blancs, donc anti-communistes, anti-bolcheviques, ou du moins qui ont quitté leur pays, qui sont réfugiés en France, et aussi l'élection de savants soviétiques. Et cette tendance se poursuit, je dirais, jusqu'à l'écroulement de l'Union soviétique. On doit noter maintenant, par exemple, que le nombre de savants membres de l'Académie russe, membres de l'Académie des sciences, est un peu en régression, mais ça, voilà. Et ce sont surtout, je crois que nous en avons 2 ou 3 qui sont nés en Union soviétique, mais un seul vivant en Russie.
à l'heure actuelle, si vous voulez. Donc on voit vraiment une déperdition du côté russe de ces savants. C'est-à-dire qu'ils peuvent encore avoir des savants, mais ces savants, malheureusement pour eux, ou heureusement pour les savants, partent à l'étranger. Mais il y a donc une crise actuellement. Alors je dirais que, non pas actuellement, mais c'est scientifique ou de la science soviétique. On est à 20 ans de différence. Les gens qui sont élus à l'Académie des sciences ne sont pas les gens qui ont 30 ou 40 ans, ils ont une plus grande expérience. Et donc là, nous recevons de plein fouet la fin de l'Union soviétique. L'écho des années 90, et le coup des années 90. Du XXe siècle. Voilà. Où là, il y a eu un marasme vraiment très avec profond. des gens qui mouraient beaucoup plus tôt parce qu'ils n'étaient plus dans la recherche, ils devaient aller chercher justement l'argent en faisant autre chose, avec des gens qui partaient, avec des gens qui arrêtaient, ou des savants qui ne devenaient pas savants parce qu'ils allaient faire autre chose. Mais alors, il y a quand même un domaine, me semble-t-il, où la coopération a continué, c'est le domaine spatial. Tout à fait. On a vu les vols des Français comme Claudie Aigneret, etc. Les Français ont beaucoup travaillé avec les Soviétiques à l'époque, et puis on continué avec la Russie nouvelle sur ce terrain spatial. C'est un terrain qui continue, je dirais, c'est un terrain qui s'internationalise, puisque vous avez la station spatiale internationale, où beaucoup sont présents de Russes, où les lanceurs sont des lanceurs russes, puisqu'il n'y a plus que les Russes dans le groupe utilisant la station internationale, pouvant lancer des êtres humains dans l'espace. Donc oui, il faut voir aussi que cette coopération ne doit pas non plus cacher le fait que l'espace russe est, je dirais, en reconstruction ou en fin de chute, en remontée, comme on veut le nommer, si vous voulez, mais après de très mauvaises années, ils essayent de remonter la pente, ce qui n'est pas toujours évident avec, en particulier, la construction d'un nouveau cosmodrome qui ne s'est pas passé dans les meilleures conditions, et aujourd'hui encore des questions qui se posent sur les lanceurs, en particulier en ce qui concerne les satellites. Oui, et alors, vous avez publié par ailleurs un ouvrage consacré à la politique gaullienne par rapport à la Russie. Est-ce que cette période, on a beaucoup reproché au général de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, une complicité supposée avec l'URSS de l'époque, est-ce que durant la période gaulienne, les années 60 en gros, il y a eu un renforcement significatif, je pense au voyage en URSS de 65 ou 66. Est-ce qu'il y a eu un renforcement de cette coopération scientifique à l'époque? Oui, mais non pour l'Académie. Parce que, oui, au niveau de la France et de l'Union soviétique, il est vrai que des choses ont été mises en place. Les grands traités de coopération scientifique ont été signés et mis en action à ce moment-là. Du côté de l'Académie des sciences, la période gaullienne est une période un peu en demi-teinte, parce que ce sont les grandes institutions de recherche qui montent. C'est-à-dire c'est le CEA, le CNRS qui sont poussés, et ce n'est pas l'Académie des sciences. Donc je dirais que, bien évidemment, cela transparaît, mais pas en proportion aussi grande que cela aurait pu être si l'Académie des sciences avait gardé un certain statut qu'elle a un peu perdu au temps du général de Gaulle. Et qu'elle aurait quand même retrouvé davantage aujourd'hui, d'après vous ? On doit dire oui que l'Académie des sciences essaye au travers, y compris de ses publications, de montrer son importance et de faire avancer bien évidemment la science. Ce qui est rassurant. Alors aujourd'hui, quelles sont les perspectives, quelles sont les synergies éventuelles entre la France et la Russie sur le plan scientifique? Sur quel terrain est-ce que tout cela se manifeste, et surtout quels sont les projets d'avenir qui peuvent apparaître intéressants, s'il y en a? Je dirais que la période est particulière, puisque bien évidemment la France fait partie de l'Union européenne. L'Union européenne a décidé des sanctions contre la Russie. Ah oui, donc nous sommes il y a ce contexte. Il y a un contexte, mais qui ne touche pas la science. Donc la science redevient ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un garde-fou. Un garde-fou pour ne pas couper les ponts totalement. Donc des choses continuent comme l'espace, bien évidemment. Peut-être aussi des
confrontations, des affrontements, mais plus sur un terrain économique, avec par exemple les constructions de centrales nucléaires. Quand c'est une centrale nucléaire construite par la Russie, elle n'est pas construite par la France. Oui, voilà. Donc, il peut y avoir une compétition technologique, technologique et économique. Tout à fait. Mais surtout, je dirais, où les choses marchent bien, c'est en mathématiques, puisque les deux écoles, sont réellement des écoles d'analyse plus que de numérique, comme pourrait l'école américaine. Et donc, au niveau des maths, les choses continuent. Bien évidemment, au niveau de la physique, avec la participation française au centre de Doubna, qui est un centre de recherche scientifique russe, civil et international. Donc, les Français font des choses là-bas. Et puis, régulièrement, des rencontres qui devraient se consolider sous la forme d'une feuille de route d'ici quelques mois. Bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages, Gaël Georges Moulec. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La Russie à l'Académie des sciences, qui est publié aux éditions Hermann. Et c'est un ouvrage qui est tout à fait passionnant parce qu'il évoque toute une série de figures, de personnages oubliés ou méconnus, et qui nous révèle ce qu'a été cette histoire de rencontres, de coopération, d'échanges entre la France et la Russie. Merci. Merci à vous.